Bonjour et bienvenue dans ce 90e épisode de DevApps, où je le disais en off, le 90 pour les Suisses, les Belges et toutes les autres personnes de la francophonie, mais 90 pour la majorité. Donc 90e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode, nous sommes le 5 avril 2023, je suis Denis Voituron, accompagné de Christophe Peugnet, de Adrien Clairbois, de Laurent Kempé et de Samuel Blanchard qui va venir nous parler aujourd'hui. Bonjour. Et plein d'autres amis qu'on ne voit pas nécessairement mais qui sont dans le chat Teams. Si vous voulez d'ailleurs être prévenu lorsqu'on enregistre un épisode, venez vous inscrire sur devaps.ms. Vous recevez un email à peu près une fois par mois maintenant, un email de temps en temps avec juste la date et l'heure précise de l'enregistrement. Sinon, vous allez simplement sur le site web, vous avez une rubrique Meetup et vous allez pouvoir nous retrouver. Ou sur YouTube si vous voulez le voir en replay par après. Et donc, je le disais, aujourd'hui, nous recevons Samuel Blanchard qui va nous parler de rétro gaming. Donc, ça va être un peu la continuité du dernier épisode sur Minecraft, mais avec la nostalgie en plus. Et si je dois te présenter peut-être rapidement, Samuel, tu es, j'ai vu ça sur ton profil LinkedIn, directeur innovation et développeur chez Synermis. Et tu travailles quotidiennement avec la réalité mixte HoloLens, mais pas que, si j'ai bien compris. Donc, est-ce que tu peux peut-être te présenter un peu plus concrètement, un peu plus en détail, et nous expliquer ensuite de quoi tu vas nous parler aujourd'hui. Alors effectivement, je travaillais beaucoup avec la réalité mixte et tout ce qui est holographique, mais je viens de changer de société. Ah, zut. Tout est faux. Faut mettre LinkedIn à jour, ça va pas ça. Ouais, t'as raison. Mais je suis en vacances et puis je commence la semaine prochaine. Voilà, pour ça. Donc ma nouvelle société s'appelle Hcode. C'est une société de développement et de conseil. Et qui recrute d'ailleurs. Donc, si vous êtes passionné de développement, vous pouvez m'envoyer un petit mail. Je serai ravi de discuter avec vous. Et quoi, à distance ou bien il faut aller. Tu es de quel côté, toi? Alors, moi, je suis dans l'ouest de la France, mais la société est parisienne, mais je travaille en full remote. Ok, donc les boulots, ça peut être remote aussi, je suppose. Ouais, je pense que chez Microsoft, je pense que c'est à peu près pareil, Denis. Tout à fait, exactement. Il y a de plus en plus de boîtes d'ailleurs qui permettent de faire ça. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui, donc ça permet aussi de recruter des gens qui peuvent travailler en province et du coup travailler sur des gros projets pour autant, donc c'est vachement sympa. Voilà. Ok, et aujourd'hui tu vas pas venir nous parler de consultance. Non, tout à fait. On ne sait jamais ce qu'on fait comme boulot, mais dis-nous un peu, qu'est-ce que c'est que le rétro gaming et de quoi tu vas nous parler et pourquoi tu es arrivé là-dedans? Alors, déjà, on va refaire une session que j'ai fait au Dev Day, donc il n'y a pas très longtemps. C'est quoi le Dev Day? Alors, les Dev Day, je pense que les gens qui sont ici connaissent assez bien. Ça a vraiment bien marché cette session. D'ailleurs, il n'y avait plus de place, donc c'est chouette qu'on puisse en faire une version filmée. Ouais. Peut-être que les personnes qui n'ont pas pu rentrer pourront assister à cette version. Juste pour compléter ce que demandait Christophe, pour quand même expliquer à ceux qui ne connaîtraient pas, puisque le DevD c'est purement belge ou nord de la France, c'est effectivement un événement. On était combien? 800, c'est ça à peu près, je pense, Christophe? 600 601. 601. Orienté sur le dev. On a invité Sam à la fin. Oui, voilà. Donc c'était pour les développeurs, organisé principalement par des développeurs, et donc il y avait une 40aine de sessions techniques pendant une journée. Donc si vous êtes dans ce coin-là l'année prochaine, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes plus loin aussi, puisque Samuel lui il est venu alors qu'il n'était pas tout près non plus. Donc non, je viens tous les ans. Et il en a chié pour venir. Ah ouais. Et pour revenir surtout. Mais voilà, avec les grèves c'est un petit peu compliqué. Avec les grèves, c'est une expérience sympa. Mais il n'y a pas de grève en Belgique, donc vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. Il faut juste traverser la frontière, après ça marche. Je vais partager mon écran. Oui, vas-y. Ça sera un petit peu plus simple pour tout le monde. Voilà. Pour ceux qui écoutent, on va essayer d'expliquer. Ouais, on va essayer effectivement d'expliquer ce qui se passe à l'écran. Donc, rétro gaming, développer du neuf avec du vieux. Donc, Samuel Blanchard, donc moi je travaille chez Hcode, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous pouvez m'écrire à cette adresse si vous avez besoin de discuter soit de rétro gaming,
soit en fait d'applications holographiques ou web, comme vous voulez. Donc, Samuel@hashcode.fr. Voilà. Et puis, j'ai été développeur d'émulateur Game Boy il y a quelques temps. Je fais ça pour le plaisir. Hein. Et j'ai développé aussi plusieurs jeux sur Game Boy. Et là, je suis en train d'en développer un gros sur Atari ST. Voilà. Mais peut-être qu'on peut commencer par définir ce que c'est le rétro gaming. C'est des machines déjà qui datent d'avant 95. Donc, c'est des jeux, c'est des machines qui permettent de créer des jeux en 2D. Et puis, c'est soit des ordinateurs personnels ou des consoles. Une des questions en fait, qui revient le plus souvent, c'est comment on fait pour démarrer quand on est débutant. Alors, le plus simple, c'est la solution low-code. Et vous avez un super représentant en fait, de cette solution avec GB Studio. Grosso modo, en fait, c'est une application qui est écrite en C. Alors, pas ce qu'on voit à l'écran. Hein. L'application Game Boy, en fait, est écrite en C. Et puis, à côté, vous avez cette application qu'on voit à l'écran qui va permettre de rajouter des écrans, des sprites, des textes, des dialogues, et puis injecter ça, en fait, dans le jeu Game Boy et compiler pour que ça devienne un vrai jeu sans avoir besoin de développer. Donc ça, c'est vraiment une solution hyper sympa. Après, on peut pas faire un milliard de choses avec, c'est quand même assez scripté. Donc, mais on peut commencer à créer des jeux vidéo très simplement, en injectant du code aussi, hein, c'est possible. Mais ça reste une bonne solution. Mais bon, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas là tout à fait pour ça. Je crois, je t'interromps, je crois qu'il y a Christophe qui veut poser une question, et je crois que la question, c'est d'agrandir l'écran. Je ne veux pas faire mal de Denis, mais on peut mettre en plein écran le PowerPoint. Comme ça, tu préfères? Ah ouais. Ouais, bah, ça va bien avec. Du coup, tu peux revenir sur les slides d'avant. Ouais, bien sûr. Je déconne. C'est bon là? Non, je déconne. Donc, voilà. Stallone en grand. Mais voilà, mais c'est un peu normal aussi. Quoi. Ah, parce que là, donc, je Rambo. On voit Rambo. Ouais. La pure icône des années 80-90. Donc, plutôt 80 d'ailleurs. Donc, nous, on est là pour développer. Donc, on peut développer avec différents langages. Donc, vous avez du basique, de l'assembleur et du C, qui est une assez bonne solution parce qu'on peut mixer le C avec de l'assembleur inline ou même des librairies écrites en assembleur, et ça se fait assez bien. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en 2023, il y a des SDK disponibles pour toutes les machines. Donc ça, c'est vraiment super. Il y a encore une dizaine d'années, ce n'était pas du tout le cas. Aujourd'hui, en fait, on peut développer pour Neo Geo, pour des consoles super exotiques si on souhaite. Et, Amiga OS, tout ça. Voilà, Amiga OS, Atari, et il n'y a aucun problème, en fait, pour trouver ce qu'on souhaite. Alors, souvent, les personnes qui arrivent en fait sur le développement de jeux rétro gaming, ils arrivent avec une idée de jeu. Donc ça peut être intéressant, à la fois en fait pour leur dire ouais, tu vas y arriver, ça va être tranquille, ou alors pour leur dire peut-être qu'il faudrait orienter peut-être sur une machine un peu spécifique qui va pouvoir faciliter tout ça. Grosso modo, en fait, plus il y a de l'action, plus c'est frénétique, plus il y a de l'animation, plus ça va être compliqué, et plus il faut s'orienter en fait vers des machines aptes à faire la chose. Donc un puzzle game ou une aventure graphique type click and point, on peut le faire en fait avec à peu près tous les langages et sur toutes les machines, bien que les ordinateurs personnels sur les aventures graphiques et click and point sont quand même avantageux parce qu'elles ont une souris. Par contre, pour tout ce qui est jeux de plateforme, shoot 'em up, les rois, c'est vraiment les consoles de jeu parce qu'elles ont du hardware dédié. Et ça, on va en reparler en fait juste après. Alors, le langage de développement roi, ici, c'est vraiment l'assembleur. Même si on peut le faire avec des langages plus simples, comme Basic et C, en fait, sur des jeux plus simples. Mais dès qu'on passe, en fait, sur du jeu de plateforme ou du shoot 'em up, sur des machines qui peuvent être très, très légères en termes de CPU, c'est bien de passer à l'assembleur. Alors, choisir sa machine. Il y a deux grandes catégories de machines, les consoles et les ordinateurs personnels. Les consoles, ce qui est chouette avec ce genre de machine, c'est que c'est créé, c'est développé pour faire du jeu vidéo. Donc, on a un hardware en fait, qui est dédié au jeu. Il n'y a pas de sprite et de scrolling à développer. Ça, c'est vraiment super cool. Ça, c'est le cas pour toutes les consoles qu'on connaît, Game Boy, NES, Neo Geo, Mega Drive. Voilà. Tout ça, c'est pareil, c'est un hardware dédié. Et on va voir en fait tout à l'heure que c'est du coup relativement simple de développer avec. Ordinateur personnel, on a deux grandes familles.
les ordinateurs qui sont plutôt orientés application, donc avec un hardware à la pixel, donc 10 bitmap. On a des exemples assez fameux avec le Macintosh, l'Atari ST, etc. C'est pas du tout fait pour faire du jeu vidéo. Donc, on peut faire des jeux click and point, des choses comme ça avec, assez simplement. Mais tout ce qui est shoot them up, c'est beaucoup plus compliqué. Tout ce qui est scrolling horizontal, c'est vraiment c'est compliqué. Pourtant, sur Atari ST, il y a des foultitudes de jeux qui ont été développés. Hein, donc, voilà. Et puis, on a des ordinateurs en fait, qui sont plutôt orientés multimédia et jeux, avec un hardware à la fois bitmap et à la fois capable d'afficher des sprites ou des scrollings. C'est le cas de l'Amiga, de l'Atari ST-E, avec un E, c'est important, puisqu'il va contenir un blitter, par exemple, qui va permettre de faire de la copie d'objets bitmap, comme l'Amiga d'ailleurs. Et puis, on a un peu une exception, l'Amstrad CPC, qui n'a pas un hardware très, très, très véloce, ni un CPU. Enfin bon, mettre sur la même ligne Amiga et Amstrad CPC, non, ça pique. Ben, ouais, après, c'est vraiment un ordinateur orienté jeu. Hein, on peut faire pratiquement que ça avec. Il y a des démos aussi. C'est une chouette petite machine. Après, voilà, il n'y a pas de hardware foufou dessus. Alors, Focus Console. Sega Master System. Ouais. L'idée, en fait, c'est de regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur d'une console qui est hyper connue, la Sega Master System. Déjà, une console, en fait, de ce type-là, ça a très peu de RAM, donc 8000 octets. Donc, l'image là qu'on voit sur le côté ici, là, c'est 3 mégas, pour vous donner une idée. Donc, c'est vraiment voilà, pas grand-chose. En revanche, en fait, on peut plugger des cartouches dessus de 1 méga, par exemple. Ça peut aller jusqu'à 1 méga, voire un peu plus. Et là, on va mettre tout ce qui est code, tout ce qui est image, etc. dedans. Et là, ça peut être intéressant. Donc, pas mal de RAM, enfin de possibilités de stockage, mais peu de RAM. Un CPU pas très puissant, le Z80, par contre, qui est plutôt bien foutu, hein, je l'ai développé avec. C'est le même que celui de la Game Boy, pratiquement. Et ça marche plutôt assez bien. Et puis, un hardware à base de TileMap. Voilà. Et ça, ce hardware-là, je vais vous montrer à quoi ça correspond, avec un petit logiciel qui s'appelle Tiled, qui est très utilisé dans le développement de jeux vidéo. Donc, d'un côté, en fait, vous avez ici des tuiles. Là, les miennes, elles font 16 par 20, mais la plupart du temps, elles font 8 par 8. Et ces tuiles-là, en fait, elles vont décrire les pixels qu'il y a dans ces petits carrés. Voilà. Et pour chaque tuile, vous avez un identifiant. Ici, c'est 0, là, c'est 14. Et chacun de ces identifiants, on va les mettre dans une map. Voilà. Et donc, on va copier l'identifiant ici. Par exemple, créer une petite pourquoi pas. Voilà. Et donc, dans une console, en fait, comme celle de la Sega Master System, eh bien, on va avoir une zone dédiée aux tuiles et une autre dédiée à la mémoire, à la map, à la carte. Tout ça, en fait, ça appartient à la mémoire vidéo. Pourquoi est-ce qu'on travaille comme ça? Bien, regardez. Si on regarde l'ensemble des tuiles en fait, que j'ai sur ce niveau-là, j'en ai très très peu, ça couvre à peine en fait, l'intégralité de l'écran. Par contre, je peux faire avec ces quelques tuiles, je peux faire tout ça. Et à chaque fois, c'est un octet qui est enregistré. Donc, c'est très 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 peu en fait, de mémoire utilisée. Et ça convient assez bien en fait, à une machine qui n'a pas beaucoup de mémoire de base. Des sprites, c'est ça ou pas? Alors, les sprites, en fait, ça va être plutôt le petit bonhomme là qu'on voit là. Ah, d'accord. Et lui, en fait, il n'a pas de... Alors, les sprites, ils bougent. Alors, on peut dire, en fait, que la map, elle va bouger aussi, parce qu'il va y avoir un scrolling qui va faire bouger. Et le sprite, finalement, ça va être un carré comme ça, mais dans lequel on ne voit pas les bords. On va voir, en fait, ce qu'il y a derrière lui. Donc, c'est pour ça qu'on voit la porte derrière lui. Voilà, c'est ça un sprite. Et le nombre de tuiles que tu as ici, c'est limité, je suppose. Tu n'en as pas un nombre infini par jeu. Quoi. On peut mettre 448 tuiles en fait dans la vidéo RAM. Ah oui, quand même. Ouais, donc ça fait vraiment beaucoup de choses quoi, déjà. Quoi. Ouais. Donc,
l'affichage est hyper rapide, hein, puisque je vous disais, il suffit juste de modifier l'identifiant dans la map. Et puis, ça permet de faire des animations, par exemple des cascades, je ne sais pas, moi, ça peut être une lampe ou du feu ou des choses comme ça. On va juste modifier finalement les identifiants des tuiles dans la map et ça va se faire en fait comme ça. Donc, c'est vraiment sympa. Et toi, quand tu travailles ou que tu développes, c'est toujours via des émulateurs? Ou à la fin, tu te dis, tiens, je vais mettre ça quand même sur une vraie machine? Alors, j'en parle après. Parce que là, tu me casses un peu mon. Pardon. Je me tais. Non, mais voilà. Et puis, voilà, il y a du scrolling câblé. Donc, ça, c'est super bien. Tu as une adresse, en fait, dans laquelle tu vas écrire je veux scroller l'écran de 40 pixels. Et il va le faire tout seul. Donc, c'est plutôt agréable parce que sur d'autres machines, ce n'est pas du tout le cas. Il faut tout coder à la main. Pour les sprites, c'est pareil. Tout ce que tu expliques ici, c'est propre à cette machine-là. Si tu c'est fais propre sur une à autre... cette machine-là. Ouais. Les concepts sont les mêmes ou ça n'a rien à voir en général et toute machine est complètement différente? Alors, sur les consoles, les concepts sont pratiquement tout le temps les mêmes. C'est tout le temps time map, scrolling câblé, sprite câblé. Ouais, donc, ça se retrouve sur la NES, Game Boy, Super Nintendo. Alors après, il peut y avoir différents layers, donc des couches, pour faire ce qu'on appelle des scrolling parallaxe. Voilà. Mais c'est toujours la même façon de procéder. Ça, c'est vachement agréable parce que déjà, le concept, il est hyper puissant. Et puis, une fois qu'on a un jeu qui fonctionne avec des tuiles map, on peut le porter assez simplement en fait, sur notre machine. Mais à l'époque, en 1980, j'imagine, on développait sur cette machine-là pas avec un PC Windows 11, tu vois. C'était quoi et j'avais pas d'interface comme tu viens de me faire voir. Ça veut dire qu'en assembleur, on codait nous-mêmes la map? Non, c'est pas. Alors, c'est une très bonne question. Ça dépend. Ouais, ça dépend. T'as de la chance qu'il répond, toi. Hein, parce que moi, il m'a envoyé péter. Hein. Je sais. D'ailleurs, on va couper ton micro, Denis. D'accord. Quand Sega en fait te donnait un SDK un kit de développement, il te filait en fait des logiciels, souvent en fait reliés à un PC pour pouvoir travailler. Mais c'était très 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 loin de ce qu'on peut avoir aujourd'hui en fait avec nos applications quoi. Hein. Par exemple, on était sur PC quand même. La plupart du temps, on était sur PC, ouais. Okay. Ou alors les équivalents en fait japonais des PC. Hein, donc D'accord. Ça peut être, je ne sais plus le nom des PC. On était dans un environnement très pauvre, je veux dire. Ouais, c'était le début. Hein, donc, on est un peu loin, effectivement, d'avoir des logiciels en fait, comme ça où on peut, on peut utiliser la petite pixel, la petite pipette, on fait ce qu'on veut. Quoi. Donc, voilà. C'est un autre temps, mais c'est une très bonne question. Il y a sur YouTube, j'ai vu il n'y a pas très longtemps, le développement justement de Wonder Boy. C'est un jeu que j'affectionne particulièrement, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Et on voit en fait sur cette vidéo YouTube, il faudrait que je retrouve le lien, les outils en fait de l'époque utilisés par Sega et les gars pratiquement ils développaient soit en fait avec un logiciel Sega pur, mais au tout début ils avaient en fait des grilles sur du papier et ils notaient en fait la couleur sur les grilles. Bien sûr. Ouais. C'était même pas fait via un ordinateur. Donc tout ça pour dire qu'il y a 32 couleurs affichables, 16 pour le fond et 16 pour les sprites. Et puis c'est pas du tout fait pour afficher une image sur tout l'écran, puisque les tuiles sont pas vraiment faites pour ça. On peut le faire, mais c'est pas très très simple. Voilà, donc verdict de la console, c'est plutôt un super bon choix quand vous voulez faire en fait des jeux d'action. C'est super fluide. Moi, c'est ce qui m'avait choqué en fait la première fois que j'ai eu une console, c'était celle-là. Et les jeux, ils tournent tous à 50 Hz, c'est plein de sprites partout, fluide à souhait. Et quand je suis passé en fait sur les ordinateurs personnels, je me dis oh mon Dieu, c'est pas possible. Quoi. Voilà, il y a une grosse différence entre les deux et tout ça, c'est grâce au hardware. On peut le faire, on peut le développer en langage C. Voilà, mais comme je vous disais tout à l'heure, l'assembleur, c'est vraiment quasi indispensable. Il y a une communauté
très présente en fait sur cette console-là, puis sur d'autres. Hein. Sur la Game Boy, c'est assez énorme. On peut faire, si vous avez des problèmes, il ne faut pas hésiter en fait à poser un petit mot sur les forums. J'en parlerai encore maintenant? Ouais, plus que jamais. Hein. Ah, plus ouais. que jamais. Ouais. Okay. On va faire un focus maintenant sur l'Atari ST. C'est un ordinateur que j'ai eu juste après la Sega Master System. C'est pour ça que je suis resté très frustré en fait de ce qu'on pouvait faire avec. Moi, mon objectif en fait quand j'étais gamin, c'était de faire un jeu vidéo avec un scrolling horizontal fluide. Et j'ai jamais réussi quand j'étais jeune. Voilà, j'ai essayé de plein de manières différentes, j'ai jamais réussi. Donc du coup, je me suis dit, j'y ai pensé en fait, ça fait peut-être 40 ans que j'y pense, quoi. Allez, un peu moins, 30 ans on va dire, 30 ans que j'y pense, à trouver en fait des nouvelles solutions. Et au mois de juin dernier, je me suis dit, c'est parti, je fais des tests et je vais essayer en fait de faire un jeu vidéo en fait avec un scrolling fluide. Bon bref, on y reviendra tout à l'heure. L'intérêt de l'Atari ST, c'est qu'il y a beaucoup de RAM. Donc ça peut aller de 512 kg jusqu'à 4 mégas. Il y avait 2 versions qui étaient vendues. Globalement, c'était la version 512 et 1 méga. Après le reste, on peut rajouter des barattes. Et puis un lecteur de disquette qui peut aller jusqu'à 720 kg. Donc c'est plutôt pas mal. Je crois que je me demande si ça peut monter jusqu'à 1,44. Je crois pas, mais je ne sais plus. Bref, 720 kg, c'est pas si mal en fait. C'est pas énorme, mais il va falloir compresser en fait la data pour que ça tienne dessus. Mais voilà, c'est intéressant. Le CPU le 68 bits, c'est très puissant, donc ça c'est vraiment un bon point pour cet ordinateur. Alors par contre, le hardware orienté bitmap, je vais vous expliquer comment ça fonctionne tout à l'heure. C'est un peu l'horreur. C'est un affichage par bitplan. Il y a beaucoup de mémoire qui est consommée. On peut avoir des écrans de 320 par 200. Et pour faire un scrolling horizontal, il faut bouger tous les pixels et c'est très très lent, à moins en fait de trouver des astuces pour accélérer un peu le tout. Donc 16 couleurs affichées, mais on peut tricher et en afficher beaucoup plus si on souhaite. Pas de scrolling câblé, pas de sprite câblé, et puis en revanche, on peut afficher des images assez simplement. Donc pour faire des jeux simples, puzzle game, tout ça, c'est très adapté. Par contre, il y a eu plein de jeux en fait à scrolling faits sur l'Atari ST. La plupart du temps, c'est pas très fluide, mais il y a quand même quelques merveilles faites par des gens attentionnés et souvent assez géniaux. Et quelques jeux assez mémorables comme God, Xenon, enfin, il y en a un paquet. Bref, donc le verdict de l'Atari ST, si vous commencez, c'est super difficile, mais c'est très satisfaisant. Je vous conseille vraiment de commencer par la console, hein, si c'est possible pour vous. Parce qu'il faut créer en fait un moteur de jeu. Il n'y a pas que la logique du jeu finalement à penser. Il va falloir créer en fait tout le côté bas niveau. Donc c'est pas forcément simple. Le langage assembleur obligatoire si on veut faire du scrolling. Sinon on peut faire du basique assez simplement. Et puis en revanche, comme pour, c'est pas en revanche, c'est comme la communauté des consoles, il y a une communauté incroyable sur l'Atari Forum. Moi j'ai rencontré des démo makers qui m'ont appris un paquet de trucs, qui m'ont filé du code, qui m'ont expliqué plein de choses. Je salue Rati, notamment, qui m'a filé vraiment un gros coup de main en fait, sur le jeu que je suis en train de développer. Et puis Vincent Rivière aussi, qui m'a filé un bon coup de main aussi sur tout ce qui était mémoire et accès au disque. Donc, merci beaucoup à ces deux copains. Alors, choisir sa machine, hardware, plutôt orienté jeux vidéo. Voilà. Plutôt orienté scrolling. Atari ST, plutôt point and click. Mais finalement, si vous venez pas en fait avec une idée de jeu, si vous vous dites vraiment ce que je veux faire, c'est développer en fait sur l'Atari ST et que vous avez du temps et que vous êtes passionné, alors faites ce que vous voulez quoi. Voilà, moi c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc évidemment, c'est ce qu'il faut pas faire, c'est faire un RPG avec scrolling horizontal sur Atari ST. Je vais vous faire une petite démonstration. Voilà un émulateur. Denis. Donc c'est un émulateur qui s'appelle qui s'appelle Steam, pardon.
Donc là, on va charger à partir de la disquette. Voilà. J'espère que... Je ne sais pas si vous entendez le son, hein, peu importe. Non. Pas de souci, il y a une petite musique en fait qui a été écrite par... Bon, disons qu'une musique sur Atari, ça va, on n'en a pas besoin. Super, merci beaucoup. Donc, donc là, l'idée en fait, c'est quoi? Là, c'est juste un bac à sable sur lequel je travaille. Donc, ça me permet en fait de sauter, de tester les collisions, parler avec les gens. Voilà, hop. Là, je peux gagner 500 € si je veux. Voilà. Mais les collisions, je verrai comment? Tout à la main ou il y a des trucs automatiques? Alors, tout est à la main. Il faut tout tester soi-même. Tu vois, là, je regarde s'il y a... Je peux te montrer après sur les tuiles, sur Tile, comment ce qu'on fait. Là, j'ai un petit magasin, en fait. Ça me permet, en fait, de discuter avec un marchand, d'acheter. Je vais acheter... Tiens, hop, j'ai une dragon. Là, j'ai un petit inventaire. C'est quoi? C'est des écrans différents? Le message box que tu as avant, c'est... Tout est écrit, en fait, à l'écran. Donc, pixel par pixel, j'écris à l'écran ce que je souhaite. Voilà, je fais un changement d'écran avec un changement de palette. Donc là, normalement, en fait, on affiche 16 couleurs. Là, on voit qu'il y a un petit scrolling parallaxe là derrière. On affiche normalement en fait 16 couleurs à l'écran. Moi, j'en ai 60 à peu près. Donc, il y a des techniques en fait pour changer le nombre de couleurs à l'écran. Là, on peut voir en fait ici, il y a un dégradé de couleurs en fait. Donc, à chaque changement de ligne, je vais changer la couleur du fond, qui est normalement bleu, pour rajouter en fait des dégradés. Donc là, les méchants, hop. Là, je vais vous montrer un petit truc. Le dernier niveau sur lequel c'est le premier vrai niveau sur lequel je travaille. Donc, il y a un chargement. Et puis voilà, là, je suis sur un... Ça va être un vrai niveau du jeu. Voilà. Je suis pas bon. Donc là, c'est le niveau qu'on voyait tout à l'heure. C'est quand même assez fluide. C'est super fluide, tu veux dire. Et là, tu joues avec une manette? Je joue avec mon clavier, là. C'est compatible manette. Moi, j'ai une question liée à la cadence. Comment ça se passe, puisque ton PC est sûrement surcadencé par rapport à ce qu'il y avait avant? C'est l'émulateur qui gère, c'est pas moi. Donc, l'émulateur, il s'appelle Steam. Et puis, on va en reparler juste après, mais c'est lui qui va émuler en fait l'entièreté de la machine. Et moi, je vais lui donner en fait le programme à exécuter et basta. Comme je ferais sur un vrai Atari. Et quand tu as le fond qui est là en dégradé vert, je vais dire, tu as dû faire toi des tuiles différentes à chaque fois, ou tu peux en faire une et puis dire je la décline au niveau couleur? Ça, c'est ce qu'on appelle un raster. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, tu as une seule couleur en vrai qui correspond à ça. Là, on voit que c'est du bleu, là, tu vois. Le bleu, en fait, il est changé à chaque nouvelle ligne. Ici, je vais changer la palette de couleurs. Ah ouais. Et ce qui fait que j'arrive à faire des changements de couleurs comme ça, des rasters, alors qu'il n'y a qu'une couleur réellement, quoi. Donc, je trompe un peu la machine, quoi. Et du coup, là, tu es un jeu avec un scroll horizontal. Tu aurais voulu développer pole position, par exemple, où là, c'est assez différent, mais le fond est plus... Tu vois le scroll horizontal, je ne sais pas comment ça marche, en fait. Alors, c'est un scroll à la fois horizontal. Alors, j'imagine que c'est un truc avec la route comme ça, c'est ça? Oui, pole position. Ouais, c'était un jeu de... Outrun, si tu veux, je sais pas moi. Ouais, Outrun, ouais, je vois très bien. Pour ça, en fait, il y a plusieurs façons de faire. Il y a déjà un scrolling, il y a un scrolling horizontal, mais qui est précalculé. Voilà. Ouais. Et puis, tu as un défilement, un changement en fait, de palette, j'imagine, sur les bords pour donner l'effet de vitesse. Mais ça dépend lesquels. Il y a aussi on peut avoir des panneaux en fait, avec des zooms en fait, effectués et tout est précalculé. Grosso modo, en fait, la technique pour faire un scrolling, c'est de précalculer tout. Pour pas que le CPU ait trop de choses à calculer, parce que sinon, ça va beaucoup trop lentement. Et si tu précalcules, tu gardes l'information quoi? En mémoire? Dans un tableau, en mémoire, ouais. Dans un tableau, ouais.
Et là, en fait, par exemple, tu vois, il va de 4 en 4. Mais comme il y a ce qu'on appelle du double buffering, c'est-à-dire qu'il y a un écran qui est écrit et l'autre qui est affiché, eh bien, il ne fonctionne pas à 50 Hz, il fonctionne à 25 Hz, donc 25 images par seconde. Ce qui fait que même s'il va de 4 en 4, on a l'impression qu'il va de 2 en 2. Enfin, pour le cerveau, c'est comme si c'était du 50 Hz qui va de 2 en 2. Okay. Et donc là, en allant de 4 en 4, vu que mes tuiles, elles font 16 pixels, eh bien, je n'ai qu'à avoir 4 tuiles pré-shiftées pour pouvoir faire un scrolling complet en fait, de la tuile, un déplacement complet. C'est pas hyper clair ce que je dis, hein, mais j'arrive pas à m'imaginer le code. On est dans une boucle. Tu es dans une boucle, ouais, c'est ça. Tu es dans une boucle, tu fais une attente VBL, donc ça veut dire tu attends en fait que l'écran est terminé d'afficher. Et puis tu attends qu'il soit prêt, et une fois qu'il est prêt, et ben, tu commences en fait à faire ton affichage et ton traitement. Et toi, ça, tu l'as écrit en quoi, ça? Tout est écrit en assembleur. Ah, en assembleur. Ouais, je fais que de l'assembleur. Un grand malade. Ouais. Et... faut du temps, quoi. Faut un peu de temps, mais je pourrais écrire une partie en C, quoi. Toute l'initialisation du jeu, j'aurais pu l'écrire en C, mais au final, voilà, j'aurais peut-être gagné un petit peu de temps au début, mais il aurait fallu que j'apprenne le C. Enfin, le C, je connais déjà, mais comment faire en fait pour développer du C sur l'Atari. Est-ce qu'il y a... Alors qu'aujourd'hui, en fait, il y a un assembleur pour PC, quoi, et qui permet en fait de faire le développement directement à partir de son PC pour l'Atari. Il n'existe pas des sortes de bibliothèques bon, forcément, nous, on parle NuGet Package et des choses comme ça. Je ne vais pas aller jusque-là, mais tu vois, des bibliothèques où tu peux copier du code ou copier des composants tout faits. Alors, oui, si, ça existe, hein, surtout en fait dans les forums aujourd'hui. Donc, ça existe à la fois en C, ça existe en fait également en assembleur. C'est pour ça que les communautés, c'est vraiment génial. C'est à partir du moment où tu as un souci, tu te dis comment est-ce que je peux faire pour, je sais pas moi, décompresser un fichier, par exemple. Ça se fait assez facilement en .NET, tu vois, mais comment on fait ça en assembleur, c'est un peu chaud, quoi. Et en assembleur, moi je m'imagine, j'ai fait de l'assembleur, mais je vois les trucs, les pop, les move tools, tous les trucs de débile où tu comprends rien du tout, quoi. Mais comment on s'y retrouve dans le code, quoi? Eh ben, j'ai un mini tuto juste après. C'est cool. Je voulais vous montrer un dernier truc là, juste à la fin. J'ai des items ici. Et là, en fait, tes polices de caractère, mais comment c'est géré, bon Dieu? C'est un truc de fou, quoi. C'est pas en Unicode. Hein. Non, c'est pas en Unicode. C'est une mini console de jeu dans le jeu, quoi. Oh la vache. Donc j'essaie de faire un petit column, en fait. Là. C'est quand tu t'ennuyais, ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est à des moments, en fait, j'en peux plus du jeu. Donc je me dis, tiens, je vais faire autre chose, mais en rapport avec le jeu pour pas le mettre de côté. Et du coup, je développe des mini-jeux en fait à l'intérieur. Et ça fait partie du scénario aussi. Donc, il m'en une carte. Parce que j'ai pas de crédit. Non, pas encore. Voilà. Donc, fin de la petite démo. J'ai commencé en juin dernier. Ouais, ça fait un petit moment que je travaille dessus. Non. Bon, on en reparlera tout à l'heure sur le côté style. C'est cool. Ouais. C'est à la fois long. Et, je pense que si je le faisais sur un moteur de jeu vidéo actuel, il m'aurait pas fallu ce temps-là, quoi. Mais voilà. Donc, commencez à développer. Allez, c'est pour toi. Oh la vache. Un mini cours d'assembleur en 68 000. J'ai eu 1 sur 20 en assembleur pour vous donner la note à peu près scolaire. Honnêtement, là, je pense que tu vas repartir. C'est parce que j'avais mis mon nom quand même sur la feuille. Avec au moins 10 sur 20, je pense. Alors, un CPU, ça possède des registres. Voilà. Et là, on va voir les premiers registres les plus simples, c'est les registres de données qui vont de D0 à D7. Alors là, on parle que du 68 000. Hein. Sur un Z80, ça va être un petit peu autre chose, mais grosso modo, ça marche à peu près tout le temps de la même manière. Donc, ces petits registres-là, c'est des emplacements de mémoire qui sont dans le CPU et leur accès, en fait, est hyper rapide, beaucoup plus rapide qu'avec de la mémoire conventionnelle sur barrette, parce que c'est plus proche. Ces registres-là, ils font 4 octets. Voilà, c'est tout. Donc, ils vont de D0 à D7, 4 octets pour chaque.
Là, la première instruction qu'on va voir, c'est move. Move dièse 12 D0. Là, ça veut dire quoi? Je mets la valeur 12 dans la variable D0, grosso modo. Un registre, c'est un peu comme une variable. Après, je vais faire une addition. J'additionne 2 dans D0. Donc, ça fait 12 et 2, ça fait 14. Donc, c'est pas trop compliqué, Tos, ça va? C'est trop facile. Ensuite, on va faire un if. Donc là, je fais une comparaison de 14 avec des 0. Qu'est-ce que j'ai dans des 0? J'ai 14. Donc, je vais faire un branchement conditionnel. Donc, branche if équal. C'est ça, bec. Branche if équal. Donc, si des 0 égale à 14, je vais à label. Off, et je saute ici. Sinon, il continue. Non, break, c'est quoi le BRA là? Alors, le BRA, c'est juste un branchement qui n'est pas conditionnel. Donc, c'est bras, ça veut dire branche. Là, tu vas à exit. Donc, je saute ici. Donc, en gros, quand je vais ici, je vais exécuter ça. Et quand je vais à exit, je sors. Et la dernière instruction ici, c'est move dièse 10, $1,234. Alors, le dollar, ça veut dire que c'est en hexadécimal. Déjà. Et puis, ça, juste derrière 1, 2, 3, 4, c'est une adresse mémoire. Donc, ça veut dire que je mets 10 à l'emplacement 1, 2, 3, 4 de la mémoire. Donc, il faut voir la mémoire comme une espèce de très gros tableau. Donc, imaginez en fait que vous mettez 10 à l'index 1, 2, 3, 4 de mon très gros tableau. Quand tu mets des données dans des espaces mémoire, ce ne sont que des valeurs numériques ou tu as la possibilité de mettre t'as pas de typage et des choses comme ça, quoi. Ouais, non, c'est que des valeurs numériques, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, c'est que des octets en plus. Alors, pardon, là, c'est pas un octet, là, c'est un Word. Donc, il y a 3 façons en fait d'écrire sur un 68 000. Soit on met un point B, ça veut dire j'écris un byte. Soit un point W, c'est un word, ça veut dire 2 bytes, 2 octets. Soit un long, ça veut dire 4 octets. Dans du l'assembler, on peut mettre des lignes de remarque ou pas du tout? Ouais, tu mets des points-virgules. Ouais, tu mets des points-virgules. Et tu as tout ça. Tu as même en fait un langage de macro qui est hyper puissant. Tu peux faire des pseudo-instructions si tu veux, avec des paramètres et tout. Tu peux. C'est un petit peu évolué quand même. Ah ouais, mais carrément. Les gens pensent en fait que l'assembleur c'est un truc pour magiciens et tout ça. C'est pas du tout le cas en fait. C'est assez proche en fait d'un langage C, sauf qu'en C c'est plus rapide quoi. Si tu veux faire un if, tu vas écrire un if, tu vas pas écrire un CMP bec. Tu vois. Pourquoi ils ont pas vu? Souvent les gens ils confondent l'assembleur et le mnémonique, ce dans quoi est projeté l'assembleur en fait, et interprété par l'ordinateur. Il y a attends, je connaissais pas du tout. Mnémonique, c'est encore plus bas quoi. Ouais, c'est le langage machine quoi. Alors les mnémoniques normalement en fait c'est le langage fer à souder. Pas de bêtises, c'est le move quoi ici. Ça va être un mnémonique ou un opcode. Je dis peut-être une bêtise Laurent. Je crois que c'est ça. C'est vraiment loin donc ouais peut-être que tu as raison. Mais je crois que c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Et ce dont tu parles, c'est le langage machine, c'est-à-dire que l'assembleur, il va en fait transformer le move en un code. Voilà. Et le code, par exemple, pour move, on va dire que c'est 12, par exemple. Et on va prendre un autre code, on va dire que ça va être 25, et il va écrire 25 à la place du move. Après, il va écrire 12, et il va écrire 0 pour le D0. Et ça va créer comme une espèce de protocole, quelque part, que le CPU va être capable de lire. Donc le CPU, lui, quand il va lire le code, il va dire, tiens, là j'ai un 12, ça veut dire que c'est un move, et il va exécuter en fait du microcode qu'il a à l'intérieur en fait de lui-même pour exécuter ce qu'est un move concrètement. Et là, on part en fait dans quelque chose de plus, je dirais presque, du domaine de l'électricité quoi. On n'est plus dans le software quoi. On est vraiment dans autre chose. Donc ça, c'est vraiment la frontière. Pour terminer, en fait, on a des registres d'adresses aussi, donc A0 à A7. A7, c'est un peu particulier, c'est pour tout ce qui est pile. C'est les pop, les push, là dont tu parlais tout à l'heure. La pile, c'est A7, peu importe. Ce qu'on va faire ici, on va mettre l'adresse 1, 2, 3, 4 dans A0. Donc là, c'est une valeur. Hein. Comme tout à l'heure, on pouvait passer une valeur 1, 2, 3, 4, on voulait, 14, 2. Là, je passe l'adresse comme si c'était une valeur, ça c'en est une, et je le mets dans A0. Donc, vous avez remarqué le point L, parce que c'est l'adresse, en fait, elle
c'est une adresse en fait qui peut être sur 4 octets. Donc, on la met en point long. Et puis là, on va lire le contenu de l'adresse, comme tout à l'heure ici. Alors là, j'ai mis 1, 2, 3, j'ai mis 10 dans la mémoire 1, 2, 3, 4. Bah, là, c'est pareil. Je vais lire en fait ce qu'il y a dans A0 à l'adresse de A0, donc 1, 2, 3, 4. Donc je lis ce qu'il y a à l'adresse 1, 2, 3, 4. Et je le mets dans des zéros. Comme j'ai mis tout à l'heure 10, et ben là, alors j'aurais dû mettre un point B ici pour que ça fonctionne, ou un point W là, peu importe, mais grosso modo, normalement, il devrait récupérer 10. Donc ça, une bête ça le question. A0, ouais. Une bête question, mais peut-être que dis-moi si jamais t'en parles après. Ouais. Tout ce qu'on voit ici, c'est en gros comme ça que toi, tu écris ton programme en utilisant ces instructions d'assembleur. Mais pratiquement, tu utilises quoi? Des outils plus récents je ne sais pas, il y a peut-être des extensions dans VS Code ou des choses comme ça qui permettent de simplifier? Tu lis en fait dans mes slides. Bon, j'attends. Donc on va voir ça juste après. Parce que là, je me disais, mais là, on a 4 lignes qui se battent en duel à l'écran, mais de l'assembleur, j'imagine qu'on a des milliers de lignes. Putain, mais comment on s'y retrouve, quoi? Avec de l'IntelliSense, si possible, parce que... Ouais, il faut bien coder, enfin, il faut commenter en fait les codes les plus complexes. Après, moi, je me suis créé mes propres librairies, en fait, donc j'y accède. On a la possibilité de faire des sauts des GoSub. Des GoSub, exactement, ouais. Des sauts avec retour. Donc là, on a vu qu'on a un bras. Il y a une instruction qui s'appelle BSR qui permet en fait d'aller en fait à un label aussi. Sauf que lorsqu'il va rencontrer l'instruction RTS, donc comme return, eh bien, il va revenir là où il était rendu. Donc c'est comme si on faisait un appel à une méthode en C# et puis qu'on fait un return pour retourner là où on était. Ça ressemble beaucoup. Je veux dire, là, on a vraiment dans l'assembleur en fait la genèse de tellement de langages que on est un peu voilà, c'est incroyable. Là, par exemple, sur le A0 qui est entre parenthèses, ça c'est un pointeur. Voilà. Ça c'est exactement un pointeur. Donc quand on a vu l'assembleur et qu'on comprend, le C après c'est hyper simple parce que la plupart des gens en fait ils bloquent un peu sur tout ce qui est pointeur, machin, référence, tout ça. Et ça, une fois que c'est compris en fait en assembleur, c'est vachement plus simple. On revient au basic, au BABA. Ouais, exactement. C'est le fondement de base, tout à fait. Le basique, c'est après encore. Oui, non, c'est vrai. C'est l'adjectif. J'ai bien compris. C'était de l'humour. Après, donc, on a 2 instructions. Je vais aller vite parce que là, ça passe quand même à une vitesse folle et moi, je prends tout mon temps. Donc, lsl.b, dièse2, D0, ça c'est quoi? C'est un décalage à gauche. Donc, optimisation mathématique. Voilà, alors c'est intéressant pour faire des multiplications, ça. Là, on a 1, 0, 1, 0. Voilà, je fais un décalage à gauche de 2. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ça, c'est comme si je faisais une multiplication par 4. Parce que ça, c'est comme si on faisait des multiplications par des puissances de 2. Donc vu que là, il y en a 2 de décalage, c'est 2 puissance 2, 4. Donc, on pourrait faire un décalage de 3, ça ferait une multiplication par 8. Donc, peu importe. Ça, c'est quand même intéressant aussi pour faire du scrolling, parce que ça fait un décalage de bits. Et puis, le swap des zéros, ça permet en fait de passer le point word ici de l'autre côté d'un point long. Donc là, il est là, hop, je fais un swap des zéros, il est de l'autre côté. Donc, ça inverse en fait les deux points W. Maintenant, on va regarder comment fonctionne un écran sur l'Atari ST. Eh bien, c'était une question que j'avais. Ouais, tu vas voir. Je vais pleurer là. Ouais, tu vas pleurer. Saigner des yeux. La résolution en fait, d'un écran, c'est 320 par 200 et il y a 16 couleurs affichables. Ouais, voilà, exactement. Pour bien comprendre comment fonctionnent ces couleurs affichables, j'aime bien prendre l'image d'une trousse avec des crayons. Donc, on a une grande trousse avec 512 crayons. Et sur ta feuille, tu as le droit de prendre que 16 couleurs en même temps. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. Donc, tu prends en fait 16 crayons, puis tu les dessines sur ta feuille. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, si tu veux changer en fait ta palette si tu veux changer de couleur, tu redonnes ton crayon, tu en prends un autre, et puis voilà.
16 couleurs, ça veut dire 4 bits. Vous faites tous un peu vous maîtrisez un peu tout ça, là, le binaire, tout ça, non? Pour les plus anciens comme nous, je pense qu'on a appris ça à l'école, mais il y a longtemps. C'est à l'école, ouais. Les plus jeunes, je ne suis pas certain qu'ils apprennent encore tout ce qui est binaire en détail. Eh ben, Moi, du j'ai coup, jamais tu appris ça à vois. l'école. Ah ouais, moi j'ai appris ça. Pas à l'école, hein, en école d'informatique. Oui, c'est ça. Programmeur, je suis en mode programmeur, donc là, de la calculatrice. Et donc là, en fait, on peut avoir différents types. Donc, si je tape 15, par exemple, puisque les couleurs vont de 0 à 15, eh ben, ça me fait 1, 1, 1, 1, 1 en binaire. Donc, ça fait 4 bits. Voilà. Simplement. Donc, ces 4 bits-là, est-ce que vous pensez que c'est stocké par octet? Ça serait tellement bien si c'était stocké par octet, parce que pour faire un scrolling, bah, tu prends un octet puis tu le mets à côté, quoi. Puis ça te fait un scrolling. Donc, c'est cool, quoi. Certainement pas. Mais certainement pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu perdrais 4 bits à chaque fois. Un octet, c'est 8 bits. Donc, tu perds 4 bits. Et là, comme vous avez compris, en fait, les machines, enfin, les gens de l'époque, ils étaient complètement dingos, en fait, sur la machine, sur la mémoire, à raison, puisque ça coûtait un bras. Et donc, du coup, ils n'ont pas fait comme ça. Ils ont fait des bits plans. 4 bits plans. Alors, ça veut dire quoi? Tu prends, en fait, ton écran, tu divises par des paquets de 16 pixels. Tu fais plein de paquets de 16 pixels. Et chaque paquet de 7 pixels, là, eh bien, tu vas prendre le bit 0. Vous vous rappelez, il y a 4 bits en fait, dans une couleur. Tu prends le bit 0, les 16 premiers pixels, et ça, c'est ton bit plan 0. Donc là, si on regarde, vous voyez ma souris là? Là, ça correspond à ça. Après, on va prendre le bit plan 1, donc on va prendre le bit 1 des 16 premiers pixels, et on continue. 2 et 3. Voilà comment ça se passe. Voilà. Donc du coup, ouais. Du coup, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que pour faire un scrolling, c'est pas très très simple, quoi. Donc je vais vous la faire rapide, hein, parce que là on part quand même sur des choses un peu plus complexes. On charge en fait l'adresse écran dans A0. On va lire la valeur qu'il y a dans l'écran. On la stocke dans des zéros. On intervertit la valeur des zéros, ce qui fait que là on avait la valeur ici. Elle passe de l'autre côté. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de stocker dans la partie basse le bit plan juste à côté. Donc, pas celui-là, mais celui d'après. Donc, c'est pour ça qu'on a indexé à 8. Donc, on n'a pas vu ce mode d'adressage. Donc, ça veut dire qu'on saute 8 octets à partir de A0. On met en fait ça dans des zéros. Hop, du coup, on a AA, BB. Et on va faire notre petit décalage. Clock. Donc là, bébé, ça aurait dû être beaucoup plus long que ça, parce que là, c'est juste sur 8 bits, ça devrait être sur 16, normalement. On fait un décalage de 1 pixel, donc là, on se retrouve avec A et B ici. Donc là, on commence à avoir un scrolling ici. On fait le swap des zéros pour revenir sur un mot auquel on peut accéder, parce qu'on ne peut pas accéder au mot O. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Et à ce moment-là, on récupère dans des zéros, on va l'écrire dans l'adresse écran. Et c'est comme ça qu'on fait un scrolling. C'est imbitable. Hein. Faut le faire, quoi. Faut le faire et puis il faut le vivre un peu, quoi, parce que sinon c'est un peu compliqué. Mais c'était vraiment pour vous expliquer que c'est à la fois simple et compliqué. Compliqué par rapport en fait à une console où finalement tu écris juste le scrolling que tu veux faire, tu dis 5 à une adresse et tout ton écran il se décale et tu n'as rien d'autre à faire. Voilà, donc il faut aimer. Alors sur quoi développer? Directement sur la machine, c'est possible hein, sur un Atari ST. Et je connais des gens qui le font. Moi, je ne vous conseille pas du tout. Déjà, il faut avoir un Atari ST. Donc moi, j'en ai 3. J'en ai acheté sur le bon coin. Mais la plupart du temps, c'est vachement plus agréable de développer sur PC et émulateur. Donc Steam SSE, c'est celui que j'utilise. Pourquoi? Parce qu'en cas de problème, ça redémarre super rapidement. Ça ne plante jamais. Tout ce qui est débogage, c'est vachement plus simple. Sur un Atari, c'est un peu l'horreur. Alors que sur voilà, un émulateur de ce type-là, eh bien, hop, je peux avoir tout le code, toute la valeur des registres ici, toute la mémoire. Là, c'est la pile. Je peux avoir plein de choses de ce type-là. Je peux faire des breakpoints si je veux. Je peux aussi faire des breaks logiciels. Donc, c'est-à-dire, dans mon code,
je vais mettre une instruction que j'appelle break, c'est une macro. Grosso modo, ça écrit en fait dans une adresse de la mémoire qui est reconnue en fait par l'émulateur. Et là, mon code, il va s'arrêter. C'est vachement pratique, quoi. C'est comme un breakpoint, mais logiciel. Et puis, si notre application, elle plante, on peut voir l'historique de tout le code exécuté sur les 100 dernières instructions. Donc ça, c'est le top aussi, parce que si on était sur une machine, quand elle plante, c'est pas évident de savoir d'où ça vient. Là, c'est relativement simple. On va regarder sur les 100 instructions. On va, tiens, il y a une instruction un peu particulière ici. Je regarde dans mon code source. Ah, bah, j'en ai 2. Je regarde ce qu'il y a autour. Ah, bah, hop, ça vient de là. Et quelques minutes, en fait, je peux retrouver un code qui a foiré. Voilà. L'assembleur, il y en a un sur AtariST qui est très connu et sur Amiga qui s'appelle DevPack. Moi, j'utilise celui qui s'appelle VASM sur PC. Voilà. Donc, ça permet de compiler en 68000 en style DevPack et ça te sort un exécutable en PRG. Donc, c'est le bonheur. Hein. À partir de Visual Studio, de Visual Code, on lance notre petit VASM et il compile tout. Justement, l'édition, c'était ta demande, Denis, je crois. Moi, je travaille avec Visual Code. Ah oui. Donc, tu as des extensions dans VS Code pour faire ça. Ouais, il y a une extension qui s'appelle 68000, je ne sais plus comment. Là, tu vois, qui me fait tout ça joli. Mm-hmm. Voilà, la colorisation uniquement ou tu as aussi d'autres avantages? C'est ça dont tu voulais parler, j'imagine. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Mais bon, ça ne sert pas à grand-chose parce que quand tu les connais, honnêtement, voilà, peut-être pas plus besoin, il n'y en a pas 100, enfin, il y en a une centaine, mais il y en a moins que dans d'autres langages, quoi, c'est clair. Il y en a moins, ouais, carrément. Mais par contre, ça te permet de savoir si... Alors, ah bah non, celui-là, il ne le fait pas, c'est dommage. Il y en a d'autres, en fait, qui permettent de dire, bah tiens, ce type d'adressage, il n'existe pas. Normalement, MoveQ, en fait, ça ne marche qu'avec les points L. Là, si tu mets un point B, il ne te dit rien, mais normalement, ça devrait être un point L. Ah bah là, il le dit, quoi, point L. Ok, il le dit. Mais il ne te fait pas il te le souligne pas, peu importe. Un truc que je trouve génial avec les extensions de Visual Code, c'est ça, toggle count. Et là, il va nous afficher tous les cycles que prennent chaque instruction. Alors, les cycles, c'est quoi? C'est grosso modo le temps. Voilà, je viens de le dire. Machine, le temps processeur. Le temps machine que prend en fait une instruction. Donc ça, c'est vachement important. Si on fait des choses où on veut aller vite, comme un scrolling, on veut aller vite. Donc, on va pouvoir comparer en fait nos différentes instructions. Par exemple, arrive encore à optimiser de l'assembleur? Je te montre un truc. Là, je fais une multiplication. On peut faire des multiplications d'assembleur. Voilà, des zéros. Quand tu regardes, ça prend 44 cycles. Donc là, il est en rouge. Il dit, tu peux faire peut-être un peu mieux, je pense. Sinon, tu peux faire ça. Voilà. 4 cycles. Ça, c'est une multiplication par 2. C'est comme si tu faisais, si dans des zéros, en fait, tu as 2, bah, tu fais 2 plus 2, ça fait 4. C'est comme si tu faisais une multiplication. Donc, il y a plein de petits tricks comme ça qui permettent de... Alors, tout à l'heure, je vous parlais en fait de LSL, par exemple, pour faire une multiplication. Alors, au bout d'un moment, en fait, ajouter des zéros dans des zéros, ça devient moins intéressant que de faire un LSL, par exemple, de, je sais pas moi, ça. Là, on va dire à 2. Est-ce que c'est intéressant? Non, parce que là, on peut faire 2 fois des 0, ça fera 8. Mais par contre, à partir de 3, ça devient intéressant. À partir de 4, là, on dépasse complètement le truc. Donc, voilà, on peut faire en fait pas mal de choses comme ça. Je pourrais faire une session uniquement sur l'optimisation. Il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi sur le sujet, mais voilà. Ce qui est assez intéressant avec l'assembleur, c'est que comme dans les langages de haut niveau, il y a 1000 façons de faire une seule chose, sauf que là, vu que c'est très très bas niveau, c'est plus de 1000, c'est des milliards de possibilités. J'ai pas fait d'assembleur, enfin peut-être pendant 1 heure, mais ça me fait penser à juste quand on était sur nos calculatrices, en fait. Tu sais, le côté, putain, il fallait optimiser à mort. Tu te souviens les Casio ou les HP? Je vois tout à fait, ouais.
Et c'est un peu ce côté qui était assez, je sais pas comment te dire, c'était génial. Bah, t'es obligé, en fait, tu as des petits processeurs, tu n'as pas beaucoup de mémoire, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Tu vas pas. Mais à l'époque, à l'époque, dans les années 80, putain, il fallait vraiment relire le code pour dire putain, ça y est, là, tu as un outil qui est quand même vachement mieux 40 ans après, quoi. Ah bah ouais. Et en fait, je veux te dire, c'est que à l'époque, putain, il fallait tout relire son code pour essayer de trouver le truc qui est gourmand, quoi. Bah, tu faisais ça avec des tables en papier. Moi, quand j'ai commencé, je faisais ça. J'ai un bouquin, en fait, qui te donne tous les cycles. Et il te dit, et donc tu regardes pour le move, donc tu vas à la page du move, tu regardes, c'est ça. Okay. Donc c'est très, très laborieux. Là, c'est beaucoup plus agréable. Et ouais, c'est sûr que. Donc, moi, je te disais que j'ai commencé au mois de juin. Je n'ai pas fait que ça. J'ai fait plein d'autres petits trucs. Oui, mais tu connaissais déjà l'assembleur 68 000. Alors, j'en avais fait quand j'avais 16-17 ans, tu vois. Ça date un peu. Donc j'étais un peu rouillé, mais c'est revenu super vite. Honnêtement, c'est pas super compliqué, l'assembleur. Vous l'avez vu, c'est à la portée de tout le monde, mais c'est comme tout. Si tu me dis commence à faire du Pascal, au début, je pense que moi, je suis pas hyper fan du Pascal. Je vais un peu douiller, quoi. Mais voilà, ça vient, quoi. Il faut pratiquer, quoi. Voilà. Ouais, vas-y, Christian. Non, je disais à l'époque, moi, j'aurais voulu coder, mais comment faire en fait? À l'époque, je me souviens quand j'étais tout petit sur un Atari 800 XL, j'aurais bien aimé. Alors, c'était du basique, mais tu avais déjà des langages machine pourtant dedans. Mais il fallait absolument connaître quelqu'un. Je veux dire, à 10 ans, j'entendais David Catu qui parlait là au dernier podcast, mais je veux dire, moi, à 10 ans, j'étais incapable d'avoir la compétence tout seul pour m'en sortir. Si je connaissais pas un mec qui avait 18 ans, qui était en maths sup ou maths spé, pour m'aider. Ouais, mais t'as raison. C'est pas que ça. Moi, mon expérience en moi, c'était j'ai commencé avec un ZX81, donc avec un Z80 un CPU, avec 1 kg de mémoire. Et donc là, tu es encore à des niveaux encore un peu plus faciles et abordables quand tu n'as aucun contact, en lisant un peu un ou deux bouquins que tu peux trouver, qui étaient à l'époque même en anglais. Tu voulais déjà les trouver? Mais il fallait les trouver. Mais tu construisais une base qu'après, tu pouvais réutiliser sur des processeurs comme le 68 000 de l'Atari ST ou de l'Amiga. Mais là, c'est sûr, si tu commences direct avec l'Amiga ou l'Atari ST, tu as un niveau de complexité qui est encore plus élevé, quoi. C'est monstrueux, ouais. Tu dois partir de zéro, quoi. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Et en même temps, quand tu as plein de registres, tu vois, des 0, des 7, tu es moins contraint, quoi. Sur un Z80, tu n'as pas des milliards de registres non plus, quoi. Donc, tu es toujours obligé d'essayer de bidouiller. Enfin, faut que ça passe, quoi. Moi, je parlais plutôt des concepts de base, tu sais, comprendre les registres, comprendre le CPU, le binaire. Ouais. Après, tu rajoutes de plus en plus de complexité, quoi, quand tu vas avec des machines comme l'Atari ST ou l'Amiga. Moi, je trouve que l'Atari ST, c'est très facile d'accès parce que tu accèdes à l'écran très rapidement. Et à partir du moment où tu arrives à écrire quelque chose sur l'écran, c'est le début d'un jeu, quoi, quelque part. Sur l'Amiga, c'est vachement complexe. C'est ce que j'allais dire. L'Atari ST me paraît plus simple que partir directement sur un Amiga où là déjà tu as des trucs en plus, ça doit être plus costaud, quoi. Non, je dirais même que c'est plus simple parce qu'il y a des capacités graphiques qu'avaient les consoles, comme tu disais. Il y a un système de blitter graphique. Oui, mais ça, au niveau de toi, développeur, assembleur, tu dois les gérer quand même ou c'est automatique? Ah oui, bien sûr. Enfin, tu dois l'utiliser, quoi, bien sûr. Ouais, après, les blitters, il faut bien les comprendre aussi. Moi, honnêtement, je l'ai dit depuis le début, ce qui est le plus simple, c'est vraiment les consoles. Parce qu'un blitter, c'est pas si simple que ça, en fait, à maîtriser, quoi. Après, c'est un avis perso. Puis moi, je suis pas une star, en fait, dans les copros de style blitter, honnêtement. Donc, je préfère rester, en fait. J'ai fait ça, mais il y a plus de 30 ans. Donc, Ouais. Moi aussi, j'avais regardé un petit peu aussi, mais c'était pas. En fait, ce que j'aimais pas, c'est que les Atari ST, par exemple, eux, qui avaient un blitter, et les Atari ST qui n'en avaient pas, qui étaient la majorité, en fait, des machines, si tu développais pas, en fait, si tu voulais développer avec le blitter, tu perdais, en fait, tout ce marché-là, quoi. Moi, je m'interdisais, en fait, de développer avec le blitter, parce que c'était débile, mais... Et le son alors, le son,
Alors, tu as des moteurs de son qui sont tout faits et qui permettent en fait tu prends une musique, soit que tu joues à quelqu'un, soit tu as un musicien. Moi, j'ai la chance d'avoir un musicien. Ce qui est cool en fait. Non, c'est quoi ça. Le son, tu vas avoir un mode, j'en sais rien, un song, j'en sais rien, un truc, un fichier. Tu vas le jouer dans ton jeu. Ouais. Mais toi, par-dessus, tu viens remettre des sons qui se jouent. Enfin, tu dois gérer, tu dois coder le son à un moment donné ou lancer le son à un moment donné, à un instant T. Ou alors, est-ce que pendant une bande son, tu peux dire à ce moment-là, je déclenche quelque chose. En fait, en arrière-plan, je suis en train d'imaginer une démo scène, comment elle est codée pour qu'à tel moment de la musique, il y a un truc qui se passe. C'est tout des choses, tu vois, au niveau de l'assembleur, ça doit se travailler. Ouais, je pense. Alors, si c'est pour les bruitages, moi, je n'ai pas encore intégré cette partie-là. Je suis en recherche pour le moment. Et pour tout ce qui est démo, pour la synchronisation des effets, il me semble en fait qu'il y a des tags dans la musique. Ouais, il y a des tags dans la musique qui te permettent de dire off, tu peux y aller. Et là, il déclenche en fait des choses par rapport à ça. Parce que toi, en assembleur, tu as un fichier, je ne sais plus comment c'était sur Atari, des sons ou des points, enfin des fichiers, mais comment tu les connais? Moi, demain, je vais faire même en C#, je vais devoir lire un MP3. Putain, il va falloir que je trouve un nugget qui comprend parce que je sais moi, parce que c'est un MP3. Et toi, en assembleur, tu fais comment? Ben là, j'ai une librairie en fait qui le lit. Ouais, ça moi, je ne fais que ce que je maîtrise, c'est-à-dire tout ce qui est décompression, par exemple. Je n'ai pas envie en fait de partir sur comment fonctionne un algorithme de décompression. J'ai pas envie en fait de partir sur comment fonctionne la musique parce que ça m'intéresse pas. Oui. Donc là, il y a des librairies qui sont hyper connues en fait sur l'Amiga et sur l'Atari. Et tu récupères en fait ces librairies-là. Moi, c'est une version un peu particulière parce que comment dire, les musiques, elles peuvent intégrer le moteur même et être capable en fait d'être rejoué directement à partir de la musique. C'est un peu comme si on avait le moteur capable de décoder et de lire en fait le MP3 à l'intérieur du MP3. Auto-exécutable. Voilà, auto-exécutable. Ok. Et on peut se servir de ça, mais moi j'ai une autre manière qui est plus proche. Enfin, c'est pour gagner de la place en mémoire, où j'ai le moteur qui est à part et que j'appelle en fait à part. C'est marrant parce que tu parles de compression. Moi, je viens de copier un lien. Là, j'ai trouvé un gars qui a posté une vidéo sur YouTube en février de cette année d'une démo que j'ai fait en 91. Et la dernière, Roland ? Ouais. Cool. Et la dernière partie de la démo, c'est justement un algorithme de compression d'image et de décompression pour simuler. On faisait croire qu'on faisait de la 3D en temps réel. Mais en fait, c'était juste de la décompression. Ok. Ouais, ça se fait en même temps. Bah là, le Rati, en fait, du groupe Overlanders, là, ils ont sorti une démo l'année dernière. Et eux, ils font de la 3D temps réel sur mappé. Enfin, c'est juste, c'est dingue, quoi. Ce qu'ils arrivent à faire. Ça, après, c'est des trucs qu'on a fait aussi, mais un peu plus tard. Ouais, après. Mais moi, je trouve ça. Déjà faire du streaming, tu vois, à temps réel, c'est déjà méga classe, quoi. Il y a plein de trucs à faire. Bon, bref. Donc, pour finir avec l'édition, on peut exécuter en fait des scripts donc, dans le terminal de VS Code, et ça, c'est vraiment cool. Parce que moi, ça me permet, je vais vous montrer, hop, j'ai mon Visual Studio qui est là. Ça me permet de faire juste un POC build. Je compile tout, ça lance tout, et je suis prêt à démarrer. Donc j'adore en fait mon petit terminal ici, c'est vraiment du plaisir. Alors, côté graphisme, bon, c'est bien d'avoir des logiciels de dessin. Moi j'ai Azeprite, je ne sais jamais comment on dit, Azeprite, c'est le petit logiciel que je vous montrais tout à l'heure. C'est payant, ça vaut que dalle. C'est peut-être 10 ou 15 balles, je crois. Et franchement, ça vaut le coup. On peut faire de l'animation, des sprites, des tuiles, et ça gère les palettes indexées, donc c'est pas mal.
On peut utiliser GIMP aussi, ou ce qu'on veut, un Photoshop si vous voulez. Pendant les vacances, moi j'avais appris le pixel art. Donc je trouve ça cool. Le Ponytail, c'est moi qui l'ai fait. C'est bien parce qu'en fait, ça permet d'être indépendant. Je rip souvent moi des dessins de jeux vidéo et puis je les adapte en fait pour mon jeu. Donc c'est bien de connaître un petit peu le pixel art. Ou alors, tu trouves en fait un grapheux. Ou alors, tu récupères sur des ressources en fait de type writerresource.com par exemple. Et là, il y a plein de ressources, de sprites, de tuiles, de fonds, de jeux vidéo existants. Et donc, on peut récupérer le truc et puis l'adapter à son jeu. Ça marche pour des jeux sur Unity aussi. Hein, ça pose pas de problème. Tide, on l'a vu tout à l'heure, le logiciel que j'utilise. Je vais vous le remontrer en 2 secondes. Voilà. Donc là, ce qui est pas mal, c'est évidemment les tuiles et puis tout ça, mais on peut en fait aussi gérer les collisions. Là, on les voit, les collisions. Je les rajoute là. Donc, c'est des petits éléments comme ça. C'est Tos qui posait la question tout à l'heure. Et par exemple, on peut dire, tiens, là, c'est une collision particulière et je vais être capable en fait d'exécuter une commande qui va s'appeler Door Interior Forest. Et j'ai un lien en fait finalement entre Tiled et le code que je vais exécuter de cette manière-là. D'accord. Donc on va voir ça juste après. Et puis Raster Studio, quand je m'ennuie du jeu, parce que des fois je m'ennuie, eh ben, je crée mes propres outils qui sont en rapport avec le jeu. Et donc là, par exemple, comment est-ce que je fais mes rasters? Je fais comme ça. Alors, on va faire comme ça plutôt. On voit le développeur UWP ici. Voilà, je sais faire en UWP. Et donc là, pour faire en fait des rasters, on peut rajouter des couleurs, changer la palette, par exemple. C'est bien, tu as fait ça bien en tout cas. Ah ouais, moi, tu sais, Voilà, et puis, tous les rasters, en fait, sont gérés comme ça. On peut changer, mettre en linéaire. Voilà. Et après, quand vous êtes prêt, vous avez un petit module d'exportation. Et ça génère, en fait, du code assembleur. Alors, c'est juste, en fait, le DCW, c'est du stockage. Donc, c'est le code source. Bien. Et là, on est prêt, en fait, à fonctionner. Voilà. Ça, c'est Raster Studio, c'est gratuit, vous pouvez le télécharger sur le store Microsoft. Alors maintenant, je voulais vous parler de la toolchain que j'utilise. Là, vous avez vu tout à l'heure sur Visual Studio, j'ai lancé en fait un batch. Ce batch-là, il fait quoi? Il va appeler une application C# ici. Donc c'est ça qui est bien en fait de développer en 2023. C'est quoi? C'est justement avoir la capacité de créer ses propres outils en 2 minutes avec des frameworks ultra puissants comme .NET. Donc, j'ai une petite librairie qui est capable de lire les fichiers tiled, donc en C#. Donc, je l'utilise pour lire en fait ce qu'il y a à l'intérieur. Je récupère la map et hop, je la transforme en binaire compressé. Après, j'ai tout ce qui est sprite, tuiles, je récupère, je transforme ça en format Atari, hop, binaire compressé. Le son, compressé. Là, j'ai un métalangage, on va en parler juste après, que j'ai développé. Hop, je le passe en assembleur. Lui, il va générer de l'assembleur. Et puis, moi, ici, là, je code en assembleur. Quand je suis prêt, ça va lancer VASM. Il va générer un exécutable. Tout ce qui est binaire compressé, là, ça va arriver. Je lance un répertoire. Ça, c'est un répertoire particulier. Pourquoi? Parce que je fais pointer l'émulateur vers ce répertoire-là. Et lui, il le prend pour un disque dur. Et il faut comprendre en fait que sur Atari, à partir du moment où sur un lecteur disquette ou un lecteur type hard disk, vous mettez un répertoire auto à la racine, si vous mettez un programme à l'intérieur, un exécutable, eh bien, il ne lancera pas en fait l'OS, il va lancer l'exécutable à la place. Et donc, pour moi, c'est vachement bien parce que mon idée en fait, c'est de générer en fait le PRG et de tester quoi. Et donc, du coup, j'écris en fait sur le disque dur dans le répertoire auto, ce qui fait que dès que je lance l'émulateur, il regarde ce qui se passe à l'intérieur
il voit qu'il y a un répertoire auto avec un programme à l'intérieur, donc il lance ce programme-là automatiquement. Si j'avais pas ça, il lancerait en fait l'OS normalement avec le bureau. Je peux vous montrer ce que ça donnerait. Alors là, on voit ici que ça c'est le lecteur. Je vais regarder, je vais essayer de lancer le lecteur, le disque dur plutôt. Est-ce que je peux y arriver? Voilà, je vais virer parce que là, il plantait tout à l'heure, super. Je relance. Et là, il fait quoi? J'arrive sur le bureau. Oh, le GEM. Voilà, le GEM, exactement. Oh, donc là, c'est un vrai Atari, quoi. Ouais. Et là, j'ai plus de disque dur parce que je l'ai viré, donc je vais le remettre. Voilà. On est d'accord, Laurent, c'était quand même une sacrée merde d'Atari. Hein. Ça va pas la tête ou quoi? On est bien d'accord, on est bien d'accord. Je regrette pas d'être venu. Non, welcome. Non, mais j'ai un Amiga aussi, les gars. J'ai eu un Amiga 500 et un Amiga 1200. Et puis là, t'as pleuré, tu dis, mais pourquoi j'étais aussi longtemps sur Atari? Bon, je regarde l'heure qu'il est vite fait quand même. Oh là là, il est méga tard. Ok. Ouais. Il va falloir arriver au bout. Ouais, j'arrive au bout. J'ai créé un petit langage spécifique pour mon RPG, pour discuter en fait avec les personnages, donner des pièces d'or et tout ça. Parce qu'en assembleur, c'est bien gentil, mais c'est un peu compliqué. Donc c'est écrit en XML, interprété en fait par le petit langage, la petite application C# de tout à l'heure, et ça te génère en fait du code C# derrière. Donc c'est vachement pratique. Je vous montre un micro-exemple. Ça te génère du code assembleur. Ouais, ça te génère du code assembleur. Ça, c'est le script que j'utilise. Donc, ce qui est super, en fait, c'est que il y a de l'intelligence en fait dedans. Donc, dis, excuse-moi, tu es au chômage depuis juin? Je fais ça tranquille. Le soir, tu vois. Il y a des gens qui passent leur vie sur Netflix. Moi, je passe ma vie sur autre chose. Quoi, tu vois. La vache, quoi. Tu vois, donc, mais ça c'est super facile. Hein. Tu peux faire des espèces de macro-langages en tout pour générer du code C#, ce que tu veux. Tu vois. Et là, tu vois, tu as un petit peu d'intelligence, mais ça, c'est fait uniquement parce que c'est du XML et que j'ai un schéma. Et donc, il te rajoute, tu vois, la valeur. Là, tu vois, je veux donner 10 pièces d'or, tu fais ça comme ça. Tu vois. Donc, c'est vachement plus simple pour moi, en fait, de créer des scénarios avec ce langage-là, que si je devais tout coder, en fait, en assembleur. Et derrière, côté C#, voilà, désolé, côté assembleur, voilà, il me génère tout ça à la place. Ah purée! C'est un générateur de code, quoi. Ouais. C'est un générateur de code. Ouais, cool, c'est vraiment sympa. C'est pas très long à faire, et puis c'est plutôt. Non, t'as 5 minutes là? Non, mais honnêtement, c'est pas très long à faire par rapport au temps que ça te fait gagner. Oui, ok. Donc, le grand moment, en fait, c'est quand tu commences à tester sur ta machine. Donc, c'est bien d'avoir une machine. Donc, voilà les prix en général. 150 € pour un Atari ST. Un Amiga 500, c'est 250. On se demande vraiment pourquoi. Alors, à l'époque, dans les années 90, mon Atari 520, je l'ai payé 2990 francs. Ah ouais. Tu vois, économiser tout ça, je m'en souviens. C'est presque le prix que tu payes aujourd'hui. Hein. Donc, ça n'a pas trop perdu. Et ça, c'est des machines d'occasion qui marchent encore ou c'est les rebrandings qu'ils ont fait? Ah non, moi, c'est des machines d'occasion. Moi, ça ne m'intéresse pas les rebrandings avec des Raspberry Pi. Franchement, vaut mieux, à ce moment-là, oui, tu as raison. Faire tourner ça sur ton PC, quoi, tu vois. Et moi, justement, 250, c'est la même chose. Ouais. Je veux dire, parce que moi, pour m'amuser, j'avais acheté ce petit machin, comme tu dis, rebranding avec un Raspberry. Un bête truc, un Raspberry à l'intérieur. Ouais. Mais ça fonctionne de la même manière. Donc, l'émulateur qui se trouve là-dedans, c'est l'émulateur, enfin, c'est le programme initial, quoi, a priori. Alors, l'émulateur qui est à l'intérieur, c'est l'équivalent d'un Steam, quoi. Donc, ça va marcher très bien, ça c'est clair. Après, moi, pour moi, c'est pas pareil. Il y a une dimension, tu vois, qui est débile, hein, mais parce que effectivement, mon jeu, il va tourner aussi bien sur ta machine que sur la mienne, hein, ça c'est sûr et certain. Mais et c'est fait pour. Un bête truc, tu sais pourquoi j'ai acheté ça juste pour rigoler, parce que ça coûte rien, hein, c'est 80 €, je pense, un truc comme ça. C'est juste parce que la connectique que j'ai, je pense que je l'ai encore au grenier, mon Commodore 64 de l'époque, je ne sais plus le brancher sur ma télé.
j'ai plus le connecteur. Il faut racheter des adaptateurs. Le Péritel. Tu te rachètes une télévision. Tu te rachètes un CRT à 10 balles. Puis voilà. Ouais. Ça pose pas de problème. Tu vois, et si t'en fais rien, ton Commodore 64, tu me l'envoies. Ça vient traiter chez moi. Voilà. Donc là, j'ai racheté une Mega Drive il n'y a pas longtemps. J'ai racheté un Amstrad CPC. Bon, bref. Là, j'ai vraiment envie d'essayer la Sega Master System. Là. Je ne sais pas si vous voyez en fait. Ouais. J'ai une petite cartouche là. Ça va me permettre de développer sur Sega Master System. Ça va être trop cool. D'accord. Et puis voilà. Et sur Atari ST, Amiga 500, tout ça, vous avez les lecteurs de disquette. C'est un gros problème. Donc maintenant, en fait, on a des Gotek. Donc ça fait la taille d'un lecteur de disquette. Ça se remplace comme un lecteur de disquette, sauf que tu peux mettre une clé USB dedans. Et ça fait le même bruit qu'un lecteur disquette, ça fait. J'adore. Franchement, c'est génial. Et puis la cartouche flashable. Ouais. Là. Ouais. Ça, c'est top. Je n'ai pas essayé encore. Je viens de la recevoir tout à l'heure. Gérer son side project. Je vais aller très vite là-dessus. L'idée, c'est de s'amuser, mais il y a un moment, en fait, ça fait pas tout. Parce qu'on arrive des fois dans le dur et c'est chiant. Et moi, mon truc, c'est vraiment pas en fait de faire 1000 side project, parce que ça, c'est vraiment un gros classique. Donc, quand je commence à m'ennuyer, je fais des outils pour le jeu, et comme Raster Studio ou le macro langage, quoi, le méta langage, par exemple, c'était aussi parce que voilà, ça allait me servir et je voulais faire autre chose. Et puis voilà, il y a la communauté, c'est hyper important parce que les gens ils t'encouragent et tout sur Facebook, par exemple, vous pouvez aller voir Miracle Boy in Dragonland, vous pouvez vous abonner, et je donne toutes les semaines, je donne des news, et on discute en fait avec les gens. Alors, soit ils m'encouragent, soit ils me disent « Attends, moi je fais ça pas comme ça », et tout. Voilà. Donc, c'est vachement intéressant. Et c'est pour ça, en fait, que j'arrive à faire des trucs sur 10 mois. Hein. C'est parce que les gens, ils sont à côté de moi, quoi. Voilà. Sinon, ça tu m'envoies tous les liens de ça, des groupes Facebook, enfin de tout ce que tu as en ressources pour les mettre dans les notes de l'émission. Comme ça, on pourra. Ouais, je vais te faire ça, ouais. Pour les partager. Prendre son temps, moi ça fait 10 mois que je suis dessus. Alors j'ai fait d'autres trucs, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Raster Studio, ça m'a pris 1 mois pratiquement. Donc voilà, mais il faut prendre son temps. C'est un hobby, quoi. Ouais, c'est un hobby, quoi. Voilà, je fais pas ça. Mais c'est un hobby, mais c'est un peu comme toutes les applications de niche, tu peux monétiser le truc grave, quoi. Donc il n'y a pas beaucoup de clients par rapport à sur du Android, par exemple, mais il y a plein de passionnés. Donc, qui dit passionné, dit tu peux vendre ça. Et puis, ça peut marcher pas trop mal, quoi. Hein. Donc, une boîte, c'est 50 balles en général. En dématérialisé, c'est plutôt 15 €. Les gens, ils achètent des boîtes sans broncher. Hein. Ah ouais. Voilà. Donc, tu vois, quand tu vends 400 ou 500 copies de ton jeu, ça peut être plus intéressant de développer pour Android où ton jeu il va passer complètement aperçu. Moi, j'ai développé un jeu Android que je trouve vraiment sympa, qui s'appelle Chemin. Il est gratuit, vous pouvez y aller. Il est gratuit maintenant parce que genre ça m'a rapporté 5 €. Quoi. J'étais dégoûté. Alors que là, tu as vraiment des gens qui sont un peu comme dans Windows Phone, l'époque de Windows Phone, tu as vraiment des gens passionnés. Qui sont prêts à mettre un peu de sous en fait pour acheter. Oui, et puis c'est pas le même entre guillemets public non plus. C'est des gens qui ont vécu ça il y a des années vraiment en souvenir, quoi. Donc des vieux cons comme nous en gros, et en général on a un peu plus d'argent que les petits jeunes qui sortent de l'école. Malheureusement, heureusement, ça dépend où on se trouve, mais c'est vrai que. Je pense que tu as quelques jeunes qui suivent. Hein. Après, c'est vrai que la plupart du temps, en fait, les gens ont quand même un certain âge, mais ils bronchent pas pour acheter une boîte à 50 balles. Quoi. Ouais. Parce que c'est leur passion aussi. Quoi. C'est ça. Voilà, on arrive à la fin. Wow. Avec juste une demi-heure de retard. Mais on a commencé un peu en retard aussi. Hein, ouais, mais pas une demi-heure, mais c'est pas grave. Ouais, mais vous m'avez interrompu tout le temps, les gars. C'est le jeu, hein, c'est le jeu. Parce que le sujet est intéressant. Voilà, c'est super intéressant. C'est un peu nettement plus fun que parfois ce qu'on peut avoir comme type de sujet. Pour nous, en tout cas, à mon avis, parce qu'on a vécu ça aussi dans notre jeunesse. Donc, c'est ça qui est toujours cool, quoi. C'est bien, non? On arrive comme ça au bout de l'épisode. Je ne sais pas s'il y a quelques questions de dernière minute. J'ai des questions.
Non, je déconne, Denis, je n'ai pas de questions. J'en ai eu plein. Oh. J'en aurai plein des questions. Si tu veux, je peux rester encore 2 heures là, sans problème. On va continuer en off s'il faut. Pas de problème. On va juste terminer en disant et en remerciant ceux qui ont déjà soutenu le podcast. Si vous l'appréciez, vous pouvez venir également sur tipeee.com/devaps. C'est déjà ce qu'on fait R73, Marc Plessil, Frédéric Amblard, Adrien Clairbois et Mickaël Fiorito. Merci à vous. Et donc, je l'ai dit, n'hésitez pas, venez nous suivre sur le site de DevApps ou bien sur YouTube. Et vous allez pouvoir ainsi les commenter les vidéos, poser vos questions si vous en avez encore. On les transmet à la personne qui a fait la présentation, bien entendu. Et puis, on peut ainsi améliorer un petit peu nos différents podcasts et nos différentes écoutes. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi surtout, Samuel. Et tiens, il a disparu, il n'est plus dans la liste. Où est-il? Il a appuyé sur le mauvais bouton. Tu lui as dit au revoir, il est parti. Hein. Non, je suis là, je suis toujours là. Il est là. Ah oui, t'es là, je ne le voyais plus. Je suis toujours là, je me tais, mais ça change un peu. Je ne le voyais plus. Merci beaucoup, c'était vraiment super, une expérience géniale. Et puis, Miracle Boy in Dragonland, venez sur Facebook me rejoindre, ça me fera plaisir. Ouais, voilà. On n'y manquera pas. Un compte, alors. Et partager tout ça. Ouais, merci pour le voyage dans le passé. Hein. Ouais. Non, Laurent, je pense qu'on aura pas mal de choses à se raconter la prochaine fois qu'on se verra, je crois. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Salut. Ciao.